Bonjour, bonjour à tous, bonjour Olivier Faure, député de Seine-et-Marne et premier secrétaire bien sûr du Parti Socialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Exceptionnellement, j'animerai la rencontre sans Chantal Didier qui est retenue ailleurs pour des raisons personnelles. Juste un petit mot avant de commencer pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise sur le site, le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale, qu'un live tweet est assuré sur le compte de l'AJP par notre ami Stanislas Noyer. Voilà, je garderai un œil sur mon téléphone aussi parce que quelques collègues qui ne sont pas là nous regardent justement en vidéo et poseront peut-être quelques questions. Pour commencer, Olivier Faure, on va en parler sans doute assez longuement dans cette rencontre. Quel premier bilan vous faites de la séquence budgétaire qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale avec le PLFSS la semaine dernière, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est parti au Sénat sans avoir été entièrement débattu, ce qui pouvait arriver aussi en cas de 49.3, mais même sans avoir été adopté par l'Assemblée nationale, que ce soit par un vote ou par un 49.3, ça c'est une première. Même chose hier, après le rejet de la partie recette du projet de loi de finances, qui va donc partir dans sa version initiale au Sénat. Avant de rentrer dans le détail, quel premier bilan vous faites de ce début de séquence budgétaire à l'Assemblée nationale, même si évidemment l'Assemblée aura encore son mot à dire dans la suite de la procédure? D'abord, merci pour l'invitation et je suis ravi de vous retrouver. Mon premier bilan, il est en fait celui d'une forme de consternation. On est censé être revenu dans une forme de parlementarisme où le Premier ministre s'était engagé à rechercher des compromis, à faire avancer le pays dans un équilibre entre justice sociale et économie, avec une majorité certes très relative, mais qui devait représenter un socle commun. Je commence par le commencement. Il n'y a ni socle ni commun. Il y a en fait une majorité qui n'existe pas, qui a même été totalement absente des débats, à tel point qu'on se demandait s'ils avaient définitivement renoncé à leur mandat. Ils ne sont même pas venus sur des sujets qui sont pourtant censés être existentiels pour eux. Je pense à la contribution de la France à l'Union européenne, où les Européens convaincus qu'ils sont censés être étaient totalement absents et permettant ainsi au Rassemblement national de l'emporter sur un vote qui était pourtant un vote très important. Et nous assistons depuis quelques heures à un ballet improbable avec le président du groupe LR qui vient en lieu et place du Premier ministre faire des annonces alors même qu'il n'a lui-même pas participé au débat parlementaire. Donc on se demande où les choses se pratiquent. Quelle est la règle du jeu? Quel est le mode d'emploi? Et quelle est la façon dont la République fonctionne aujourd'hui? Je ne vais pas revenir sur les épisodes précédents, que vous connaissez tous, sur la nomination, là aussi, très obscure, de Michel Barnier, alors même qu'il était issu du parti qui avait été le plus sanctionné à l'élection législative. Mais depuis, ça ne s'arrange pas. Et ce que l'on voit de la procédure, c'est que cette fois-ci, plutôt que de jouer les 49.3 à répétition, on laisse le débat sans y prêter la moindre attention. Et on aboutira au même résultat, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 49.3, il y en aura un seul pour le PLF, un seul pour le PLFSS. Mais ce sera exactement la même histoire, c'est cause toujours, tu m'intéresses pas. Et donc nous avons là une forme de théâtre qui inspire beaucoup de désolation dans les gens que je rencontre dans ma propre circonscription, dans mes déplacements en France. Je vois des gens qui s'inquiètent, qui se lassent, qui se désespèrent. Et ce climat-là, c'est un climat qui favorise les aventures. Et puisque nous allons certainement parler des États-Unis, eh bien, qui doivent nous inquiéter parce qu'il y a une alerte forte qui a été donnée avec l'élection de Donald Trump. Et je crains que parfois les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et que tout ça produise donc beaucoup d'antiparlementarisme, la volonté d'en appeler à un pouvoir fort,
autoritaire pour remettre de l'ordre là où il faudrait plus de démocratie. Voilà la première leçon. La deuxième leçon, c'est que si il y a eu une cohérence dans le débat, c'est d'un côté entre les formations de la gauche et de l'écologie, et de l'autre entre les droites et l'extrême droite, qui, comme à chaque grande occasion, se sont retrouvés. Et il y a absolument, enfin c'est là où le tête à queue est complet. C'est que non seulement Michel Barnier n'était pas, c'est un euphémisme, le plus légitime à être nommé à Matignon, mais après un barrage républicain au mois de juillet, voilà que désormais c'est l'extrême droite qui fait barrage de ses parlementaires pour permettre au gouvernement de continuer à avancer comme il le souhaite. C'était vrai sur la censure, c'était vrai sur le vote du budget, c'est vrai sur tous les votes. Et donc cette alliance de fait conduit à ce qu'effectivement nous ne puissions pas avancer, alors même que nous avons cherché loyalement dans le débat parlementaire à mettre sur la table des propositions. Nombre d'entre elles ont été adoptées et permis non pas un délire fiscal comme je l'entends, mais de substituer aux fausses économies pratiquées par le gouvernement sur les Français, et qui sont de vrais impôts sur la maladie, sur la vie, sur le chômage, sur les retraites, d'y substituer de nouvelles recettes qui sont des recettes que nous prélevons dans les patrimoines, dans les budgets des grandes fortunes et des grandes entreprises qui ne se sont pas... qui n'ont pas eu beaucoup à se plaindre des dernières années, puisqu'elles ont profité de toutes les crises et profité d'un régime fiscal hyper favorable grâce à Emmanuel Macron. Je rappelle ce chiffre que je trouve tellement éclairant et qui permet à chacun de comprendre de quoi nous parlons. Les 500 familles françaises les plus riches ont en 7 ans seulement, doublé leur fortune, passant de 600 milliards à 1200 milliards. Là, on parle de 60 milliards d'euros à trouver entre prélèvements sur les plus riches et économies sur nos services publics notamment. Donc on voit bien qu'il y a là des proportions qui sont sans commune mesure. Alors je sais bien qu'à chaque fois, on nous explique que c'est l'horreur, que c'est de la spoliation, que ces gens-là vont partir en courant, mais la spoliation, c'est celle des Françaises et des Français dans leur immense majorité. Songeons que le ticket modérateur va augmenter, que quand la consultation est portée désormais à 30 €, vous avez des gens qui, sans mutuelle, vont se retrouver à payer 16 €. Et pour ceux qui n'ont ni mutuelle ni médecin référent, c'est 21 € de reste à charge. Voilà, c'est quand même... Enfin, on est là dans une forme de choix, de société. Et d'un côté, vous avez ceux qui considèrent que l'économie du ruissellement finira bien par ruisseler. Et puis ceux qui, comme nous, considérons que ce ruissellement n'a jamais existé nulle part. Ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Biden qui l'avait annoncé dans un meeting en disant que cette théorie, souvent répétée, n'avait jamais fonctionné où que ce soit dans le monde. Et donc, voilà, nous sommes à la croisée des chemins et à cette croisée, on compte ses amis et ses adversaires. Et moi, je vois que malheureusement, dans ces débats, ce que vous avez appelé la gauche de la Macronie, elle est aux abonnés absents, elle a disparu. Et quand je vois que Gabriel Attal cherche à avoir comme but de guerre, pour pouvoir faire l'équilibre avec Laurent Wauquiez dans cette guerre des sous-chefs à droite, eh bien, quand je vois que son but de guerre, c'est de revenir sur la baisse des allégements de cotisations sociales, je me dis qu'on est vraiment chez les fous. C'est-à-dire qu'on demande aux Français davantage d'efforts. En revanche, il ne faudrait jamais rien prélever sur les grandes entreprises ou sur les grandes fortunes.
Vous dites que c'est la faute au gouvernement qui veut imposer un budget et parfois avec un socle gouvernemental qui n'est par ailleurs pas tout à fait raccord, avec des différences, voire des divergences. On l'a vu ces dernières semaines. Marc Fesneau, qui préside désormais le groupe Démocratie, disait la semaine dernière que c'était plutôt la faute des oppositions, avec notamment la gauche qui avait poussé le curseur trop loin sur les questions de fiscalité. Alors sans vouloir trancher ce débat sur la faute à qui, est-ce qu'on ne touche pas là du doigt la difficulté de cette Assemblée sans véritable majorité en réalité, avec le Rassemblement national qui se retrouve souvent entre ce qui se passe en séance et puis les votes finaux en situation d'arbitre. La question qui se pose, c'est est-ce que tout ça va pouvoir fonctionner ? Est-ce que la France aura un budget à la fin de l'année ? Quel budget ? Non, mais d'abord, il ne s'agit pas de dire la faute de qui de quoi, il s'agit de constater. Et je constate que dans le débat parlementaire, Marc Fesneau, ses amis, Gabriel Attal, Laurent Wauquiez n'étaient pas là. Leurs amis ont disparu, ils sont censés être maintenant la majorité la moins relative, et ils étaient dans l'hémicycle le plus souvent moins d'une vingtaine. C'est incroyable. Comment peut-on à ce point mépriser le débat parlementaire alors même qu'ils ont affiché leur volonté de nouer des compromis, de dire qu'ils seraient là, que ça, rien du tout. Et donc, s'ils ont des points de vue à défendre, qu'ils viennent les défendre. Simplement, la raison pour laquelle ils ne sont pas venus, d'abord parce qu'il y en a beaucoup qui sont découragés, mais c'est aussi parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Je le répète, il n'y a pas de socle et ils n'ont rien de commun. C'est simple, c'était dans le débat, pour les quelques-uns qui étaient présents, ils avaient des positions diamétralement opposées. On a même vu, paradoxe incroyable, c'est Emmanuel Macron qui nomme Michel Barnier, c'est Michel Barnier qui vient devant le Parlement proposer un budget, et une partie de ce budget est contestée, dans ses parties essentielles, est contestée par les amis de Gabriel Attal. Enfin, expliquez-moi comment, effectivement, ça peut fonctionner. C'est leur majorité relative qui ne fonctionne pas, c'est pas autre chose. Si nous avions, nous, été en situation de gouverner, qu'aurions-nous fait ? Nous avions annoncé quoi ? Que nous n'étions pas majoritaire absolue et qu'il nous faudrait trouver des compromis. Mais nous avions une base de travail qui était le projet avec lequel nous nous sommes présentés devant les Français. La difficulté des droites aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont jamais même pris le temps de discuter d'un projet commun. Où avez-vous vu une négociation entamée entre les LR et Renaissance ou Ensemble pour la République ? Jamais ils ne l'ont fait. Donc ils se retrouvent en permanence face à des décisions qui leur sont imposées par un gouvernement, par des ministres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et tout ça relève de la fantaisie et c'est un carnaval. Donc, évidemment, comme ils n'ont jamais rien négocié entre eux, ils ne savent pas ce qui... Voilà, ils se retrouvent en séance, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, ils affichent leur propre division. Et donc, je reviens à ce que la gauche aurait pu faire. La gauche n'aurait pas pu, comme je l'ai entendu souvent, faire tout son programme, rien que son programme. Même si nous avions voulu le faire. La phrase est restée dans les mémoires parce qu'elle a été prononcée à 20h03 et que ça arrangeait tout le monde de dire que la gauche était tellement sectaire qu'elle ferait tout son projet, rien que son projet. Mais nous savions que nous n'avions pas de majorité absolue. Et donc, comment était-il possible de procéder autrement que par compromis ? Donc nous aurions forcément bâti des compromis. Et nous avions même annoncé quelque chose de plus courageux encore. Nous avions même dit que nous ne procéderions pas par 49.3, ce qui aurait supposé de trouver des compromis avec ceux qui étaient prêts à négocier des compromis. Parce qu'aujourd'hui, dans l'état dans lequel est le pays, il y a une évidence au fait que nous devons trouver des solutions par rapport à la dette, par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à l'état des services publics, par rapport à une fiscalité très injuste, par rapport à tous ces sujets, nous devons trouver un chemin. Et ce chemin, il est possible, mais à la condition de trouver des gens qui ne soient pas en permanence obsédés par le jeu présidentiel, toujours dans l'élection d'après, jamais dans la situation présente de nos concitoyens. Et ça supposerait qu'il y ait des gens qui soient, qui ne soient pas... Moi, je vois se détacher jour après jour, y compris dans cette majorité très relative, des candidats qui s'annoncent les uns après les autres. Mais ça a quel sens ? En fait, pour l'instant, on est à 2 ans et demi de la présidentielle. Et pendant 2 ans et demi, on va dire aux gens que c'est la cause des petits chevaux qui guide tous les comportements politiques, qu'il n'y a plus personne pour s'occuper du présent. C'est intolérable, c'est insupportable.
Sur la question des retraites que vous avez évoqué, le gel des retraites qui se transformerait finalement en revalorisation partielle dans un premier temps, puis totale avec un rattrapage pour les petites retraites jusqu'au niveau du SMIC. Il y a eu la forme que vous avez évoquée, qui a étonné jusqu'au sein du socle gouvernemental. Sur le fond, est-ce que vous considérez que c'est un moindre mal et qu'une partie des retraités peuvent être mis à contribution en n'ayant qu'une revalorisation de la moitié de l'inflation à partir du moment où les petites retraites sont préservées, ou est-ce que ça reste inacceptable pour vous ? Bon, évidemment, c'est mieux, il était prévu 4 milliards de prélèvements sur les retraités, il y a 800 millions en moins, c'est déjà un premier pas. Et c'est une victoire qui ne va pas m'emmener jusqu'à l'enthousiasme. Mais effectivement, je préfère qu'on préserve les toutes petites retraites, puisque là, on parle uniquement des retraites qui sont sous le niveau du SMIC. C'est-à-dire que pour Laurent Wauquiez et pour Michel Barnier, une grosse retraite, ça commence au SMIC. Moi, je ne savais pas qu'au SMIC, on était en fait un riche. Je pensais jusque-là que si on prenait les déciles habituels, en fait, en dessous, bon, je vais donner de chiffres parce que ça avait porté malheur à un ancien candidat à l'élection présidentielle devenu président, mais la réalité, c'est que statistiquement, au SMIC, vous n'êtes pas riche. Vous êtes juste à survivre avec votre retraite. Et donc dire que seuls ceux qui ont des retraites qui sont des retraites inférieures au SMIC seront intégralement compensés, c'est une semi-victoire. Je la prends et nous nous sommes beaucoup engagés dans ce débat-là. Donc je considère que c'est déjà un premier pas de franchi, mais il faut en franchir d'autres. Et donc si la question est de savoir si on peut faire contribuer des retraités, la réponse est oui. Mais encore faut-il se dire qu'il y a un niveau qu'il faut fixer qui ne peut pas être celui du SMIC. On n'est pas un gros retraité au niveau du SMIC. Donc j'aurais voulu discuter de savoir à quel niveau, est-ce que c'était jusqu'à 2000, 2500 euros. On considérait que là, il y avait une revalorisation intégrale. Et puis au-delà, on pouvait demander un effort et effectivement revaloriser de la moitié de l'inflation, par exemple, avec une inflation qui va être vraisemblablement sous les 2%, auquel cas, c'est un effort qui est demandé, mais qui est de moindre envergure. Donc voilà typiquement le genre de compromis qui est possible. Mais encore faut-il qu'il y ait un lieu pour le discuter et qu'il y ait une volonté pour parvenir à ce type de compromis. Et j'ajoute que la proposition, visiblement, qui est celle du gouvernement et vendue par Laurent Wauquiez, n'est elle-même pas financée. Et donc là aussi, il faut s'interroger sur la façon de la financer. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'arbitrages qui pourraient avoir lieu alors on verra ce qui se passe au Sénat, mais ensuite il y aura vraisemblablement une commission mixte paritaire dont on verra si elle est conclusive ou pas. Puis le texte, au moins cet accord-là, s'il est trouvé, reviendra à l'Assemblée nationale avec, vous le disiez sans doute, un 49.3 et le dépôt vraisemblable et même quasi certain d'une motion de censure. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'arbitrages qui pourraient avoir lieu d'ici à la fin de la séquence budgétaire qui pourraient vous inciter à ne pas voter la censure, sachant qu'on a bien compris que votre philosophie budgétaire et celle du gouvernement sont diamétralement opposées. Mais est-ce que on va forcément, de la part de votre groupe, du nouveau Front Populaire, on verra ce que fait le Rassemblement National, vers le vote quasi automatique d'une motion de censure, ou est-ce que vous espérez encore que ce chemin du compromis qui avait été évoqué, qui a encore été évoqué hier par Michel Barnier, puisse finalement trouver sa voie dans les discussions parlementaires ? Je ne sais pas s'il faut parler d'espérance, je n'espère rien, mais j'essaye de peser dans le débat pour que, évidemment, le gouvernement prenne une partie des suggestions ou des votes que nous avons réalisés à l'Assemblée. Je me fais peu d'illusions. Et malheureusement, je constate que ce n'est pas un phénomène exclusivement français. Olaf Scholz, qui n'est pas le moins conciliant et qui a lui-même conduit une coalition avec les écologistes et les libéraux allemands, se retrouve dans une situation où, sur la question budgétaire, là aussi, ils ont buté et ils vont retourner à une élection anticipée, une législative anticipée en janvier. C'est malheureusement la démonstration qu'aujourd'hui, il y a quand même deux visions qui s'opposent assez fondamentalement. Une vision qui se présente comme pro-business, mais qui est en réalité une vision qui est pro-grande fortune, pro-monopole,
voilà, et puis une vision qui est une vision socialiste, travailliste, social-démocrate, qui est une vision d'une régulation du capitalisme par donc la nécessité de trouver des compromis qui profitent aussi au monde du travail. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui nous disent en permanence il faut que la valeur travail soit remise en haut de l'Olympe et en même temps faire en sorte que le travail ne paye pas. Il y a quand même un vrai paradoxe chez ces gens qui parlent en permanence de la valeur travail mais qui ne donnent aucune valeur au travail. Qu'il s'agisse des retraites, qu'il s'agisse du chômage, qu'il s'agisse des salaires, qu'il s'agisse des accidents du travail, qu'il s'agisse des conditions de vie, qu'il s'agisse maintenant des jours de carence, qu'il s'agisse des jours fériés. Ils ont la valeur travail à la bouche, mais en réalité, ils le méprisent. Et donc, moi, j'aimerais qu'au contraire, on remette au cœur du débat public la question du travail dans toutes ses formes, y compris ces formes nouvelles. Je pense au télétravail, je pense à la révolution de l'intelligence artificielle, je pense à tout ce qui va bousculer nos modes d'existence et nos modes de travail, jusqu'à l'ubérisation, etc., d'une partie progressive de la société. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour redonner toute sa place et toute sa dignité aux travailleurs ? Ces discussions budgétaires, elles interviennent dans un contexte où il y a une certaine inquiétude économique sur les défaillances d'entreprises. Il y a eu les annonces d'Auchan et de Michelin. Ce matin, des chiffres du chômage qui ont été annoncés en très légère hausse à ce stade. Est-ce que ça veut dire que la question de l'emploi va ressurgir dans le débat public, alors qu'on avait l'impression que finalement la situation s'améliorant au regard en tout cas du nombre de chômeurs affichés était moins présente dans les campagnes électorales. La question, c'est que peut faire l'État à ce stade ? Est-ce que comme a voulu montrer les gouvernements de ces dernières années, il faut faire une politique qui favorise, même si on peut en discuter sur le fond, l'emploi, ou est-ce qu'il faut que l'État intervienne plus directement auprès des entreprises qui annoncent un certain nombre de licenciements, de plans sociaux ? Sophie Binet de la CGT demande un moratoire sur les licenciements. Est-ce que c'est réaliste ? Bon, là, on parle d'entreprises qui font de l'argent. C'est ça le paradoxe. On comprend, la vie économique est ainsi faite que quand votre entreprise va très mal et que vous devez essayer de sauver ce qui est sauvable, il peut arriver que les plans sociaux soient en fait une exigence de survie de l'entreprise. Et donc, il ne s'agit pas de condamner à chaque fois tout ce que peut faire le patronat quand il est amené à prendre des décisions qui sont parfois des décisions lourdes, difficiles, mais qui sont liées à la santé de l'entreprise, au marché auquel il est confronté. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'entreprises soit qui font parfois des choix stratégiques qui sont contestables, soit qui délocalisent, et de toute façon, qui sont dans une situation où ils font d'immenses bénéfices. Et donc, on ne peut pas avoir comme variable d'ajustement et comme unique baromètre dans l'existence le fait que les actionnaires aient des résultats à 2 chiffres chaque année. La richesse de l'entreprise, elle est liée au capital que certains veulent bien y investir et au travail que les autres fournissent. Mais le capital tout seul, il ne fournit rien. Le capital tout seul, il ne produit rien. Il faut bien qu'il y ait derrière des gens et qui doivent être... qui sont aussi la richesse de l'entreprise. Le capital humain, il a, de mon point de vue, bien plus d'importance que le capital financier. Et donc, ça n'est pas normal que ce soit toujours le capital financier qui finisse par dicter sa loi. Et donc, la démocratie, d'ailleurs, ne peut pas rester aux portes de l'entreprise. Il faudra qu'on aille plus loin dans ce domaine. Il faudra qu'on accepte l'idée que nous ne pouvons pas considérer que il y a un lieu dans lequel l'inégalité est statutaire. Donc il faudra ouvrir le conseil d'administration, il faudra faire en sorte que nous puissions à un moment avoir des gens qui fassent des choix qui correspondent à l'intérêt de l'entreprise prise dans sa globalité, intérêt du capital bien sûr, intérêt du travail aussi. Et donc c'est là qu'il y a un désaccord profond avec les libéraux qui considèrent que moins il y a de règles, mieux on se porte. Non, moins on a de règles, moins bien se portent ceux qui travaillent. Dans ce contexte-là, le retour éventuel de la réforme de l'assurance chômage vous paraît plus inacceptable que jamais ? Mais ils ne tiennent...
le problème, c'est qu'ils ne tiennent même jamais leurs propres engagements. Je croyais avoir compris, c'était un discours, j'avais bien compris que ça n'était qu'un discours, mais enfin, là, maintenant, prenons-les au mot, ils avaient expliqué que quand la situation se dégradait, il fallait revenir sur les décisions les plus douloureuses pour les chômeurs, et quand ça allait mieux, il fallait avoir des règles plus strictes. Ben là, ça va moins bien, donc on ne va pas faire une réforme de l'assurance chômage pour que ça aille encore moins bien. Ça n'est pas un choix, le chômage. Quand vous avez aujourd'hui des millions de Français qui sont dans une situation où ils ne retrouvent pas d'emploi, ben, ça n'est pas un choix. Bien sûr qu'il y a des... Là aussi, on peut toujours trouver des exemples qui existent. Il ne s'agit pas de les nier. Il y a des gens qui, bien sûr, ont soit un poil dans la main, soit l'envie de profiter de longues vacances avant de retrouver un boulot. Ça existe. Mais c'est une minorité. Et ça n'est pas là que la fraude principale réside dans notre pays. Et donc, arrêtons ce massacre alors massacre, le mot est peut-être un peu exagéré compte tenu de l'actualité internationale, mais en tout cas, c'était Laurent Berger qui à l'époque avait parlé d'une tuerie pour la première réforme de l'assurance chômage. On y est, on voit bien quelles sont les conséquences pour les plus jeunes, pour ceux qui sont les intermittents du travail et qui n'ont pas en réalité la capacité à accumuler le nombre de trimestres pour pouvoir être indemnisés, pour ceux qui sont indemnisés mais qui voient leur indemnité drastiquement tomber et qui voient la durée d'indemnisation là aussi très réduite. Mais si nous avons fait tous les choix que nous avons faits depuis, depuis Jaurès et depuis la Libération, le modèle social que nous avons construit, il est fait pour mutualiser les risques de l'existence, il est fait pour protéger les Français des grandes avanies de leurs histoires personnelles. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a une déconstruction de tout ce modèle, qui est pourtant le modèle issu notamment du Conseil national de la résistance, et qui avait, lui, uni les Français. On voit le frémissement pour l'instant d'un certain nombre de mouvements sociaux assez disparates, ou en tout cas avec des raisons assez différentes. Est-ce que vous considérez que cette inquiétude sur l'économie en général, avec un certain nombre de licenciements annoncés, la question agricole qui reste, la colère agricole qui on voit bien ressurgit un an après ce qui s'est passé l'an dernier, les raisons budgétaires pour lesquelles les uns et les autres pourraient être mécontents de la situation, est-ce que les conditions éventuelles d'une agrégation de ces mécontentements vous semblent réunies, ou est-ce que pour l'instant on assiste surtout à des mobilisations par-ci par-là que le gouvernement peut éventuellement choisir de ne pas tout entendre à partir du moment où il n'y a pas un phénomène de masse qui se crée? D'abord, il y a une triple crise devant nous dans le monde du travail. Il y a une crise qui est une crise agricole, avec des paysans qui ne peuvent plus vivre de leur travail. On a une crise liée aux plans sociaux qui se multiplient. Et puis, il y a un plan social silencieux, mais qui va avoir des effets très concrets dans les prochains mois si le budget devait être voté dans sa forme initiale, avec les 10 milliards qui vont être prélevés sur les collectivités locales, qui sont à la fois un employeur public, mais qui sont aussi, j'allais dire, presque un employeur privé, au sens où l'investissement public est à 70% celui des collectivités locales. Et aujourd'hui, ceux qui viennent nous trouver pour nous dire que c'est un vrai danger et qu'il y a de risques importants de licenciement massif, c'est les entreprises du BTP, qui voient bien qu'on ne rénovera plus l'école, qu'on ne construira plus le théâtre, qu'on ne fera plus la rénovation thermique de la mairie, et ainsi de suite. Donc on est dans une situation où vous allez avoir des salariés qui, dans des formes très différentes, le monde paysan, les entreprises, les ouvriers, les techniciens et les cadres dans les entreprises privées, et puis un certain nombre de salariés du public qui vont certainement aussi commencer à déchanter, soit qu'on ne recrute plus, soit qu'on ne remplace plus, bref, qu'on est dans une situation de restriction sur nos services publics. Donc oui, il y a là un sujet, je ne sais pas si ces mouvements sociaux se rejoindront. Ce que je sais, c'est que dans le paysage va apparaître progressivement l'idée que
il y a des gens qui se portent très très bien, très 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 bien, et qui vont continuer à se porter très 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 bien. Et puis il y a tous les autres qui, quel que soit leur statut et quelle que soit leur place dans la société française, eh bien, sont en fait condamnés à regarder les milliards volés sans jamais participer au débat. Jean-Michel et puis Nicolas. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Vous défendez votre programme du Front Populaire comme votre programme de travail. Vous dites aussi que la vision est social-démocrate et qui veut réguler du capitalisme. En réalité, ce socle, c'est avant tout un socle radical, politiquement radical. C'est ça le problème. Et à ce propos, est-ce que vous avez lu le livre de François Hollande qui démontre bien comment à chaque fois la radicalité a fait échouer la gauche? Et accessoirement, si l'on peut dire, comment vous analysez l'échec de Kamala Harris? Pour beaucoup, c'est l'échec d'un discours radical, ou pour simplifier, wokiste, bon, face à une autre folie, mais c'est autre chose. Alors vous êtes le premier à dire que Kamala Harris, ce soit la radicalité. Je ne crois pas que Kamala Harris, ce soit la radicalité. C'était au contraire la prolongation de ce qui a été jugé malheureusement négativement du bilan de Biden. Et je ne crois pas que Kamala Harris soit wokiste. On utilise des grands mots ici pour se faire peur. La réalité, c'est que, y compris le wokisme, c'est quoi sinon le fait de dire qu'on doit rester éveillé face aux discriminations? J'espère qu'ici, tout le monde est éveillé face aux discriminations et face aux enjeux de genre, de sexualité, de couleur, de religion. Tout ça devrait nous faire prendre conscience qu'il y a des réalités et des situations qui méritent d'être envisagées. Et si nous avons fait le front républicain, on n'a pas dit que c'était parce qu'on était woke, mais j'espère qu'on l'a dit aussi parce qu'on avait conscience du danger que représentait la pensée de l'extrême droite. Moi, j'en ai assez qu'on dise que le danger, c'est le wokisme, et qu'on ne regarde pas le vrai danger qui est devant nous. Ce n'est pas les woke qui vont prendre le pouvoir et qui vont entrer à l'Élysée en 2027. Arrêtez de vous faire peur avec rien. Ce qui risque de nous arriver en 2027, c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella à l'Élysée. Ça existe. Le wokisme, laissez-le là où il est, dans les universités américaines, et avec des gens qui font des études qui sont éventuellement utiles et qui peuvent permettre de mieux saisir ce que sont les réalités sociales. Point. Voilà. Sur le reste, la social-démocratie, je ne sais pas ce que vous en avez comme image. La social-démocratie, ça n'est pas le social-libéralisme. La social-démocratie nordique, allemande, britannique, c'était d'abord un lien organique entre le monde syndical et la gauche politique. C'est d'abord ça, la social-démocratie. Ensuite, c'était une radicalité qui savait trouver à un moment la porte du compromis avec l'opposant, qui était le patronat, profitant d'ailleurs d'un rapport de force qui avait été largement nourri par la peur des soviétiques pendant toute la guerre froide. Et c'est comme ça que nous avons construit l'État-providence, parce que la social-démocratie, c'est aussi ça. C'est aussi une certaine idée de la solidarité et la construction d'un État-providence. Donc, n'allons pas maintenant chercher à expliquer que c'est la radicalité qui serait aujourd'hui un facteur... D'abord, où est la radicalité? Quand on dit qu'on va prendre quelques milliards sur les grandes fortunes, vous trouvez que c'est radical? Mais moi, ce que je trouve qui est radical, c'est quand on dit qu'on va prendre cet argent-là sur tous les autres. Ça, c'est radical. Enfin, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'arrivent déjà pas à finir leur fin de mois, et on va leur dire, on va vous prendre en plus sur votre retraite. Et puis, vous pourrez aller chez le médecin, ça vous coûtera plus cher. Ça, c'est pas radical, ça? Ça, c'est très radical. Et c'est même tellement radical qu'il y a des gens qui en crèvent. Parce que la politique, c'est pas simplement un truc qu'on fait dans des salons privés, etc. La politique, ça a des conséquences sur la vie des gens. Il y a des gens, enfin, je ne veux pas reprendre le titre d'Édouard Louis sur ils ont tué mon père. Qui a tué mon père? Mais c'est ça, la réalité, c'est que toutes les décisions que nous prenons, elles ont des conséquences concrètes sur la vie des gens. Et à la fin, il y a des gens qui vivent mieux ou qui vivent moins bien. Eh bien, la social-démocratie, c'est de faire en sorte que les gens vivent mieux. Ce n'est pas de considérer, d'intérioriser la contrainte qui serait celle que nous poserait à chaque fois le capital à toutes les époques. C'est toujours les mêmes arguments qui nous sont servis. En fait, quand autrefois j'étais au cabinet de Martine Aubry et qu'on préparait les débats, on regardait les débats de 36 sur les 40 heures, quand elle faisait les 35 heures. Et
on avait les mêmes arguments, toujours resservis, jamais renouvelés. Tout allait, c'était la faillite, tout le monde allait sortir du pays, on allait partir. Écoutez, ça n'est pas intervenu. Et on a supporté les 35 heures et tout va bien et les gens vivent un peu mieux. Et bien tant mieux. Nicolas. Oui, j'ai 2 questions si vous permettez. La première, on dit toujours que le gouvernement Barnier doit sa pérennité à la décision ou pas de Marine Le Pen de voter la censure et d'abattre comme ça ce gouvernement-là. Mais on ne dit jamais peut-être que vous pourriez hésiter ou vous poser la question, qui sait, de suspendre votre motion de censure. Donc c'est la première question. La seconde porte sur un autre livre, encore que celui de François Hollande, encore que je n'ai pas entendu la réponse, savoir si vous l'aviez lu ou pas, celui de François Hollande. Mais c'est sur le livre de Bardella. Est-ce que vous pensez que c'est un événement ou un faux événement? Est-ce qu'il leur recèle une stratégie, une évolution stratégique sur la présidentielle, c'est-à-dire plus libérale, alors que Marine Le Pen serait plus étatiste? Donc est-ce que vous voyez là peut-être une complémentarité ou une rivalité? D'abord, sur le premier point, c'est vrai que l'extrême droite détient une partie de la censure, mais pas plus et pas moins que le Front populaire. Nous sommes là-dessus, d'une façon, à égalité, et même plus qu'eux, puisque nous sommes plus nombreux. Donc, moi, je ne veux pas rendre Marine Le Pen et Jordan Bardella arbitres de nos décisions, et ce serait eux qui décideraient du jour, de l'heure, de la censure, etc. Donc nous choisirons en pleine conscience à chaque étape ce que nous faisons, et voilà. Et donc, s'il y avait la possibilité d'avoir un gouvernement, par hypothèse en fait, sortons du gouvernement Barnier, moi si un jour on avait un gouvernement qui acceptait l'idée que le pouvoir doit revenir au Parlement, qui accepte de gouverner 149.3 et qui accepte donc les logiques de discussion, etc. Moi, je suis prêt à jouer le jeu, ça m'intéresse. Je suis prêt à revenir dans une logique très parlementaire où les groupes parlementaires sont à l'honneur et où il y a de vraies discussions dans l'hémicycle, hors de l'hémicycle, partout où c'est possible, mais d'arriver à quelque chose qui permette de tracer un chemin. Je pense que plutôt que de s'obséder avec la question présidentielle, il faut s'obséder avec l'inquiétude des Français. Ils voient ce qu'on vient d'évoquer, ils voient les crises se succéder, ils voient que leur vie risque d'être bousculée, et là, on serait uniquement à dire, vous verrez en 2027, on va trouver un sauveur qui va vous régler tout ça en 2 coups de cuillère à peau. Non, il n'y a pas de sauveur suprême. Il n'y aura pas d'homme ou de femme providentielle en 2027. Arrêtons de rêver et donc travaillons dès maintenant. Et moi, je suis prêt à ça, vraiment. Mais encore faut-il qu'il y ait là des gens qui soient prêts à travailler vraiment et qui ne soient pas simplement dans un jeu de dupes, parce que dupes, nous ne le sommes pas. Voilà. Donc, pour la censure, ça dépendra en fonction des choix qui sont opérés, s'il y a des possibilités de compromis, des possibilités d'avancer ou pas, et à chaque fois, nous choisirons en conscience. Sur la deuxième question, je ne suis pas expert de l'extrême droite au sens où je ne le vis pas de l'intérieur et je ne sais pas quelles sont les intentions de Jordan Bardella face à Marine Le Pen. Il est possible que le dauphin cherche à profiter d'une occasion qui va être le procès des emplois fictifs. Et comme il est vraisemblable que Marine Le Pen sera considérée comme inéligible pour une période donnée, sans doute y a-t-il pour Jordan Bardella une opportunité qu'il cherche à saisir. Et la sortie de son livre n'est certainement pas complètement innocente de ce point de vue. C'est un choix audacieux de sortir un livre au moment où sa propre leader est elle-même encombrée par un procès qui va se traduire par une condamnation. Donc oui, il y a vraisemblablement un peu de fourmis dans les jambes de quelqu'un qui pourtant n'a pas fait encore la démonstration de sa capacité en quoi que ce soit, si ce n'est à utiliser TikTok mieux que les autres, ce qui est sans doute une qualité, mais qui ne me paraissait pas jusqu'ici essentiel pour exercer le pouvoir présidentiel. Thierry et puis Pascal. Comment vous analysez ce qui s'est passé hier
l'Assemblée nationale, tous les travaux de l'Assemblée nationale ont été effacés par le non-vote d'hier. Est-ce que c'est un effacement de l'Assemblée nationale qui pourrait être durable au profit du Sénat, le gouvernement se tournant vers le Sénat pour faire passer tout ce qu'il veut, ou est-ce qu'on peut y voir quelque chose de plus subtil, le résultat de la fragilité de l'Assemblée nationale étant d'abord et avant tout le résultat de la fragilité du gouvernement, et que d'une certaine façon, ça forcera le gouvernement à tendre la main à cette Assemblée pour construire quelque chose, parce que quand ça descend d'en haut, ça ne fonctionne pas. Comment vous voyez les choses? Quelle alternative? Bon, c'est d'abord un harakiri de la part de l'ex-majorité présidentielle. Enfin, c'est quand même assez fascinant de voir des gens qui ne participent pas au débat et ensuite viennent voter contre le budget, certes amendé, mais quand même le budget présenté par leur gouvernement. Enfin, on se demande vraiment ce qu'ils ont en tête. Et y compris pourquoi ils ne sont pas venus défendre leur point de vue pendant les 15 jours du débat parlementaire. Je sais bien qu'il y avait les vacances, mais enfin, ils ne sont pas censés partir en vacances à la Toussaint. Ils sont censés rester là pour travailler. Et nous autres, nous avons fait le choix, non pas de partir en vacances, mais de venir participer à ce débat. Et donc, c'est une grande première sous la Ve République. Je crois que c'est la première fois que le budget n'est pas voté. Ça n'est jamais arrivé. Précédemment, les gouvernements qui étaient dans une forme de crainte, y compris déposaient un 49.3. Donc là, il y a une forme d'harakiri, d'effacement. On est entre l'auto-effacement et l'effondrement. On est entre les deux. C'est un effondrement de la Macronie et de la coalition qu'ils forment avec les Républicains, et un auto-effacement de la part des parlementaires qui acceptent de n'être plus rien. Enfin, moi, je ne comprends pas. Enfin, j'avoue que là, il y a quelque chose qui me sidère. Je suis devenu député parce que je l'ai voulu. Personne ne m'a forcé à le devenir. Et j'imagine que pour eux, c'est la même chose. Personne ne les a obligés à être parlementaires. Et donc là, vouloir être parlementaire pour ne pas user de son pouvoir, qui est celui de faire la loi, moi, ça me sidère. Je ne comprends même pas. J'avoue que ça dépasse même mon entendement. Il y a des limites à mon intelligence. Donc là, je les ai trouvées. Je ne comprends pas comment on fait pour vouloir, avec autant de volonté et s'être imposé autant de sacrifices personnels, familiaux, pour devenir parlementaire, et ensuite se refuser d'exercer ce pouvoir. Ça, franchement, je ne comprends pas. Parce que c'est un effacement durable. Je crains que ça crée quelque chose. Moi, de toute façon, je pense que nous sommes arrivés au bout de la Ve République, qui a jusqu'ici fait la démonstration, qui avait fait jusqu'ici la démonstration de sa capacité à traverser toutes les époques, toutes les crises, et à assurer une stabilité institutionnelle au pays. Mais là, ils ont tout détraqué. En fait, la dissolution utilisée n'importe comment, la tradition républicaine pas respectée, le 49.3 à répétition et maintenant plus de 49.3, mais des votes contre son propre budget, pour pouvoir passer d'une chambre à l'autre sans avoir besoin de tenir compte des amendements qui ont été adoptés. Les lois qui ont été adoptées dans la douleur, et je pense à la loi sur la retraite, où on avait déjà détourné la LOLF pour permettre d'utiliser un nouveau 49.3 sur les retraites. Enfin, bref, tout ça, il y a un moment où le parlementarisme n'est plus seulement rationalisé, ce qui était la volonté du général de Gaulle. Là, c'est le parlementarisme qui est étouffé. Et moi, je n'arrive plus à expliquer aux gens qui m'interrogent sur, en fait, à quoi ça sert un député. Ils me disent, en fait, vous vous rendez compte qu'on ne comprend plus rien. Alors oui, alors j'essaie d'expliquer, on fait des amendements, mais ça sert à quoi les amendements? Puisque de toute façon, il y a à la fin un 49.3, où maintenant on peut passer d'une chambre à l'autre sans tenir compte des amendements qui ont été adoptés, ou qu'il y a le vote bloqué, ou qu'il y a, etc. Mais il y a un moment où les gens disent, en fait, il n'y a plus que la contestation, y compris violente, qui porte. Je raconte cette histoire, malheureusement, assez souvent,
mais parce qu'elle m'a tellement marqué. Et j'étais, après le climax des Gilets jaunes, allé voir sur un rond-point dans le bas de ma circonscription des Gilets jaunes qui continuaient à être présents pendant très longtemps. Et donc un jour j'arrive et elle me dit « Ah, monsieur le député, on est content de vous voir, etc. Nous on a voté pour vous, très bien. » Je me dis « Bon, ben voilà, ça va bien se passer, etc. » Mais au bout de 5 minutes, je comprends que ça ne va pas bien se passer du tout. Et ils me disent « En fait, on a voté pour vous, mais vous savez à quoi ?» Alors, il me dit pourquoi vous me dites ça? Mais ils me disent parce que nous aussi on a réfléchi, on n'est pas des grands bonnets, en fait on a réfléchi. Et donc les syndicats ils manifestent. Qu'est-ce qu'ils obtiennent les syndicats? Rien du tout. En fait ils ont beau manifester, il n'y a rien qui se passe, le gouvernement il n'en tient pas compte. Vous faites quoi, monsieur le député? Alors, je leur dis, oui, je travaille, je fais des amendements, je me bats, je suis à la tribune de l'Assemblée, je pousse des gueulantes, j'explique ce que je fais, j'essaie de trouver un autre chemin, de dire qu'il y a d'autres voies possibles. Ouais, très bien, ça c'est les mots, mais enfin, qu'est-ce que vos amendements là, ils sont adoptés? Je dis, non, je suis en opposition, donc c'est rare qu'ils soient adoptés. Etc. Bon, ok, donc vous n'obtenez pas grand-chose non plus. Nous, les Gilets jaunes, on a fait un peu la même chose que vous, c'est-à-dire qu'on a occupé les ronds-points. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Et puis, un jour, et là c'est la 3e semaine des Gilets jaunes, il y a les casseurs qui arrivent à l'Arc de Triomphe, et là on voit les milliards qui tombent. Mais alors on s'est dit qu'en fait, peut-être qu'il n'y avait qu'une seule langue que le gouvernement comprenait, c'était la violence. Et moi je trouve ce schéma mais destructeur. Si vraiment les gens finissent par penser que la seule chose qui est entendue, c'est la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit déployée contre nos forces de l'ordre, contre nos élus, contre d'autres citoyens français, c'est insupportable. Et donc il faut arriver à retrouver un endroit où les gens comprennent que la régulation s'opère de manière démocratique, pacifique, pour le grand progrès dans l'histoire de l'humanité, c'est que pour régler les conflits, sous la préhistoire, il fallait une massue pour régler le conflit, puis après on a été plus sophistiqué, on a utilisé la dague, le poison, et maintenant on en serait revenu au poing, aux barres de fer, etc. Non, en fait, c'est pas possible. Donc dans la progression logique de notre humanité, on devrait se dire que la prochaine étape, c'est plus de démocratie et non pas plus de conflits, pas plus d'autoritarisme, mais plus de démocratie. Et ce que je vois, ce que j'observe, c'est que malheureusement, eh bien, quand la violence se déchaîne, la peur vient avec dans la foulée, et que la recherche immédiate de protection légitime, c'est de retrouver de l'autorité. Et donc là, on aboutit, pas directement peut-être au fascisme, mais on en prend un chemin assez direct quand même. Et donc, voilà, il faut qu'à un moment, on prenne conscience du monde dans lequel on vit, dans lequel on évolue, de l'évolution des consciences, des risques que nous prenons. Moi, je ne me désole de voir qu'aujourd'hui, on est des Français de plus en plus nombreux qui trouvent que la démocratie, finalement, ce n'est pas un idéal absolu. Après tout, un autocrate qui nous garantirait la sécurité et la liberté relative, ça suffirait. Qu'importe la liberté de penser si je peux aller faire mes courses. Bon, non. En fait, on s'est battu pendant... Enfin, quand même... ça fait plus de 2 siècles qu'on a conquis sur la monarchie, puis ça a été difficile le 19e siècle, entre les époques de restauration, etc., de monarchie de juillet, enfin bref, tout ce qui... on a hésité dans le régime qui devait être le nôtre. On a enfin abouti à la République. Mais la République, maintenant, il faut la sauvegarder, il faut se battre pour elle, il ne faut pas la laisser... Enfin, ce n'est pas une idée comme les autres. Moi, je suis un républicain archi convaincu, et donc je ne laisserai... Voilà, tout ça m'effraie, me désole, et en même temps me rend plus combatif, parce que je me dis que là, il y a quelque chose... Enfin, il y a de l'enjeu, quoi. On n'est pas simplement en train de se cueillir des pâquerettes. Pascal, Jacques et François. Oui. Vous avez dit il y a un instant, enfin un petit moment, qu'il ne fallait pas confondre les pro-business dans les débats parlementaires et ceux qui se contentaient de soutenir les plus grandes fortunes. Vous-même, vous vous considérez comme un pro-business au PS, ou enfin vous et la gauche? Moi, je suis pour les entreprises. Je suis évidemment
complètement favorable, enfin je ne suis pas pour l'économie planifiée, et je suis évidemment favorable au monde de l'entreprise, j'en viens, certes maintenant il y a longtemps, mais bien sûr que j'ai beaucoup d'admiration pour les capitaines d'industrie, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui sont dirigeants de PME, de TPE, qui chaque semaine se posent la question de savoir comment ils vont maintenir l'emploi, comment ils vont maintenir des salaires, comment ils vont trouver de nouveaux marchés. C'est un métier, c'est dur, et je l'ai vécu à une époque, et je sais ce qu'il en coûte aussi, et donc je n'ai aucun mépris pour le monde de l'entreprise. Au contraire, et je pense que tout ce que nous devons engager maintenant, y compris la transition écologique, doit se faire en bonne intelligence avec le monde de l'entreprise, qui ne peut pas être indifférent à la question écologique. Mais je ne mélange pas complètement le monde de l'entreprise et les grands profiteurs. Il y a des gens qui ont certes des entreprises, qui sont parfois des grands capitaines, parfois ils sont des tout petits capitaines qui héritent de grandes maisons qui ont été constituées avant eux, et qui sont capitaines par héritage et non pas par talent. Et donc moi j'aimerais qu'on puisse aussi se dire, dans un moment qui est un moment très difficile, 3 000 milliards de dettes, avec des intérêts de la dette qui aujourd'hui nous ponctionnent l'équivalent ou presque du budget d'éducation. J'aimerais que, face aux grands défis qui sont devant nous, et je pense là typiquement à la question climatique, mais je pense aussi au pouvoir d'achat, j'aimerais qu'on puisse bâtir un pacte avec le monde de l'entreprise en leur disant, et face à ceux qui en profitent au premier chef, donc les grands patrons et les grandes fortunes, j'aimerais leur dire, mais vous serez sans doute les plus riches du cimetière, mais quelle trace voulez-vous laisser dans l'histoire de France? Est-ce que vous serez de ceux qui auront permis de sauver le climat, et là, vous aurez votre nom dans les pages d'histoire, ou est-ce que vous serez de ceux dont on dira qu'ils ont été égoïstes jusqu'au bout et qu'ils ont préféré se mettre dans une bulle climatisée au moment où tous les autres grillaient? Donc là, il y a quelque chose, pour moi, d'évident, c'est qu'il y a quelque chose à bâtir avec eux. Et pour moi, la social-démocratie, c'est cette capacité justement à nouer avec le patronat, avec les grandes fortunes, de nouer les deals avec eux. C'est ce que je vous dis maintenant, donc entendez-moi. Mais c'est ce que j'ai dit aussi à Patrick Martin quand je l'ai rencontré. C'est ce que je dis à tout le monde dès que la parole m'est donnée. Je ne suis pas hostile par nature à ce qui se fait dans le monde de l'entreprise. Je ne cherche à spolier personne. Je n'ai pas dit qu'après 10 000 euros, je prends tout. Ça n'a pas de sens. Je sais bien que l'appât du gain est aussi un moteur. Donc je ne veux pas égaliser et que tout le monde soit au même salaire. Pas décider que du plus petit jusqu'au patron, tout le monde gagne la même chose. Ça, c'est une vision utopique. Mais en revanche, je pense que l'échelle des salaires ne peut pas s'étaler de 1 à 350. Je pense qu'il y a des gens qui gagnent trop et des gens qui ne gagnent pas assez. Et je pense qu'il y a un moment où il faut le dire. Et que la cohésion du pays ne tient que par cet équilibre. On ne peut pas laisser des gens arriver en permanence à nous dire « Oui, mais attendez, je suis un grand patron et je dois me mesurer, non pas à vous autres misérables, mais je dois me mesurer à l'autre patron du bout du monde. » Sauf qu'on s'aperçoit que même en Europe, nous avons les patrons les mieux payés. Nous avons parmi les mieux payés du monde et que rien ne le justifie. Et que les super profits qu'ils ont réalisés n'étaient justifiés par aucun effort particulier. Pas de grandes innovations, pas de gains de productivité, pas d'inventions spectaculaires. Rien. Les crises, ils se sont alimentés sur les crises. Quand vous avez les grands patrons de CMA-CGM, de Sanofi, toutes ces entreprises-là, non. Qu'est-ce qu'elles ont inventé? Est-ce que vous pensez que CMA-CGM a des bateaux qui vont plus vite? Est-ce qu'ils ont des containers qui sont plus gros? Est-ce qu'ils ont réussi à avoir des containers sous-marins qui traverseraient l'océan plus rapidement que précédemment? Non, rien. Ils ont profité de la crise géopolitique. Qu'est-ce que vous pensez de Sanofi qui n'a pas trouvé le vaccin contre la Covid? Mais est-ce que c'est le vaccin qui leur a permis d'avancer plus vite? Non, ils ont fait des bénéfices immenses parce qu'ils ont mis en bouteille le vaccin des autres et qu'ils ont profité d'une situation qui n'était pas liée à leur talent, mais il y a des crises. Est-ce que vous pensez que Total a trouvé quelque chose de mieux que... Non, ils continuent à exploiter les mêmes, ils continuent à exploiter les mêmes populations, les mêmes pays, à avoir les mêmes échanges inégaux avec le reste du monde. C'est pour ça qu'ils font de l'argent, c'est pas parce qu'ils sont talentueux.
On va prendre peut-être 2 dernières questions, Jacques et François en même temps. Oui, stratégie divergente, règlement de compte, quand il ne s'agit pas d'insultes comme ripou ou punaise de lit. Pour bien moins que ça, un couple aurait divorcé depuis longtemps. Pour vous, le couple entre vous et la France insoumise est éternel, quoi qu'il arrive ? Pardon, mais effectivement, un couple qui vit avec des punaises de lit, il faut qu'il change de lit. Autrement, il va mal vivre. Mais on n'est pas un couple, donc, ou alors c'est un ménage à nombreux, et on n'est pas dans l'échangisme non plus. Donc, en fait, il n'y a pas de... Enfin, alors d'abord, je réponds sur la forme. Bon, il y a des échanges de mots, parfois inutiles, grossiers, voilà, ils sont inutiles et grossiers. Est-ce que pour autant, ça doit nous mettre en transe? Franchement, si à chaque vocifération de Sophia Chikirou, il fallait se mettre en transe, mais on serait en fait atteint d'un maladie de Parkinson. En fait, on serait sous le tremblement permanent. Donc non, Sophia peut dire ce qu'elle veut, elle peut être parfois outrancière. Moi, ça me laisse de marbre. Et c'est pas ça qui va me faire bouger. Le choix stratégique qui a été posé dans l'élection dernière, il est lié non pas à la qualité et à l'élocution de quelques-uns chez les Insoumis, elle est liée au fait que si nous n'avions pas fait le Front populaire puis le Front républicain, au moment où nous nous parlons, l'Assemblée elle serait bleu marine et on aurait un gouvernement Bardella. Voilà pourquoi j'ai fait cette alliance. C'est pas parce que ne mettez pas de l'amour là où ça n'existe pas. Nous sommes dans une coopétition. Coopération et compétition à la fois. C'est toujours comme ça. Ça n'a pas changé. C'était déjà le cas à d'autres époques. Et donc, j'assume parfaitement cette coopétition. Il ne s'agit pas, je ne leur reproche pas de vouloir être les premiers. Et le premier qui me reproche de vouloir être le premier, il s'en prend une. Non, il s'en prend pas une, parce que je ne suis pas violent. Mais je revendique le fait que les socialistes puissent être les premiers, comme j'accepte que les écologistes veuillent l'être, comme les communistes veuillent l'être, ou que les insoumis veuillent l'être. Après, c'est notre côté darwiniste que le meilleur gagne. Mais dans un cadre qui est un cadre unitaire. Pourquoi je dis ça? Parce que si l'unité de la gauche n'existe pas, il n'y a pas de victoire. Et donc moi, je veux la victoire de la gauche. Et je pense que nous sommes, nous, socialistes, les mieux placés pour emmener vers la victoire. Maintenant, je peux être démenti par les faits, par les électeurs, par beaucoup de choses. Mais c'est un cadre unitaire dans lequel il y a une compétition et je ne suis pas insoumis, je n'aspire pas à le devenir et je ne leur demande pas de devenir socialiste non plus. Donc il y a ce cadre qui doit continuer à fonctionner en préservant l'indépendance de chacun et en faisant en sorte que chacun préserve son identité. François ? Oui, vous nous avez décrit une situation consternante avec une absence de majorité maintenant pour le président de la République. Vous dites nous sommes au bout de la Ve République. Il va y avoir des 49-3, peut-être un en décembre et un autre plus tard. En cas où il y aurait une censure qui serait adoptée, est-ce que vous pensez que la conclusion normale serait peut-être la démission du président de la République et une nouvelle présidentielle? Bon, moi, je ne cherche pas à précipiter les événements et je ne rentre pas dans le débat sur la démission du président de la République. Je pense que nous avons aujourd'hui, mais pour une raison simple, c'est que je pense que la situation... Est-ce qu'on est sûr que la situation serait meilleure au lendemain d'une nouvelle élection présidentielle? Est-ce que ça solderait toute la crise politique dans laquelle nous sommes entrés? Si j'avais l'assurance que cette élection présidentielle solde tout, je vous répondrais volontiers, oui, banco. Mais je pense que le travail n'est pas achevé, ni chez nous, ni chez les autres, ni chez personne. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une vraie réflexion, d'un vrai rapport renouvelé au pays,
Ce qui me permet de vous dire que dès le mois de décembre, je vais entamer avec les socialistes un tour des Français, et nous irons à la rencontre des Français dans un certain nombre de manifestations que nous créerons, non pas pour aller délivrer la bonne parole, mais pour aller les écouter. Et les écouter aux endroits où ils ont beaucoup voté parfois pour l'extrême droite. Essayer de comprendre quelle est leur motivation, ce qui pourrait les faire changer d'avis, ce qu'ils ont à dire de nous. On n'ira pas pour se faire féliciter, on ira, s'il y en a qui veulent nous féliciter, ils seront les bienvenus aussi, mais on ira se mettre à partir d'engueulades pour justement saisir ce qui aujourd'hui permettrait de débloquer un pays qui semble quand même un pays en état à la fois de dépression et voilà, comment on trouve les ressources du rebond ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on peut à nouveau retrouver de la cohésion, fédérer le pays, sur quels objectifs? Ne rien laisser de côté, aborder tous les sujets, et moi je suis prêt à aborder tous les sujets, y compris ceux qui sont réputés les plus difficiles pour la gauche. Je veux bien tous les aborder. Je préviens juste que je veux bien répondre aux questions, mais j'y répondrai avec quand même mes valeurs, mon logiciel. Mon logiciel, il est démocrate, il est humaniste, il est antiraciste, il est féministe, et c'est avec ça que je répondrai aux questions qui me seront posées. Mais je souhaite répondre à toutes les questions, et je souhaite que nous puissions aller très loin, et même parfois il y aura des questions sans réponse, mais l'objectif c'est bien que pour la prochaine échéance présidentielle, la gauche ne soit plus simplement là à proférer, mais qu'elle puisse aussi répondre à ce à quoi elle ne répond pas. Nous n'avons pas fait 51% des voix. Certes, nous étions en tête, mais nous n'avons pas fait 51%, la personne n'a fait 51%. Et donc, comment est-ce qu'on fait un moment pour faire 51% si on n'écoute pas tous ceux qui, sociologiquement, devraient naturellement, si on devait considérer qu'il y a des logiques de classe qui s'expriment dans l'élection, on devrait être très majoritaire, puisqu'il y a plus de gens modestes que de gens riches dans ce pays. Et nous aspirons à les représenter, donc nous devrions être ultra majoritaires, ça n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui fait que ça n'est pas le cas? Et donc allons leur parler. Est-ce qu'en disant tout ça, toute dernière question, vous pensez aussi un peu à la perspective du congrès du Parti Socialiste? On n'a pas encore la date, je crois, mais elle devrait être annoncée prochainement, sans doute pour autour du mois de mai ou juin, c'est ça? Cécile Azzaro de l'AFP me demande de vous demander si vous serez candidat à votre succession et si les initiatives qui peuvent qu'on peut voir poindre au sein du Parti Socialiste en concurrence à votre éventuelle candidature vous inquiètent. Mais je ne vais pas vous répondre parce que je sais que si Cécile me pose la question, c'est la dépêche. Donc je ne vais pas répondre à cette question-là précisément parce que j'aimerais bien qu'on parle de tout le reste. Et la raison pour laquelle je n'ai pas annoncé encore de congrès, c'est tout simplement que je voulais que dans la période budgétaire, on parle des socialistes qui parlent même aux Français et non pas qui parlent d'eux-mêmes. J'aime beaucoup les congrès, on en fait un tous les ans ou presque. Donc quand on n'a pas une élection législative, européenne, municipale, départementale, régionale. Songez que depuis 6 ans que je suis premier secrétaire, il n'y a pas une seule année où nous n'avons pas eu ou un congrès ou une ou plusieurs élections. Donc j'aime beaucoup les congrès. Ce que je sais aussi, c'est que dès que le congrès démarre, eh bien, les socialistes s'intéressent d'abord aux socialistes, que la presse, quand elle s'intéresse au Parti socialiste, elle s'intéresse d'abord à son congrès, et que nous ne parlons plus aux Français, ni même ne réfléchissons plus à rien. En fait, on est dans un débat de coq qui finit par toujours le même débat depuis des années. Alors moi, j'ai l'habitude, en fait, ça fait 6 ans qu'on dit un jour que je veux vendre le Parti socialiste aux écologistes, le lendemain aux insoumis, demain on dira que c'est à Lucie Castet, après-demain que c'est peut-être à je ne sais qui, j'en sais rien. Je n'ai jamais voulu vendre le Parti socialiste à personne. Ce que je sais, c'est que ce que j'ai fait depuis 6 ans, c'est placer le Parti socialiste là où il a vocation à être, c'est-à-dire au cœur de la gauche. Et c'est ce que je continue à faire. Et donc je répondrai à la question du Congrès dans les prochaines semaines, au moment où on aura la possibilité
de passer à la séquence d'après. C'est-à-dire que moi, je veux que jusqu'au bout, vous entendiez ce que je dis sur le budget, sur la loi de financement de la sécurité sociale, sur l'inégale répartition des richesses, sur les débats de fond. Il y avait Thierry qui voulait... Ouais, toute dernière question, on me fait signe qu'il ne faut pas trop tarder, on a beaucoup dépassé. Il est beaucoup question, chez les macronistes, ils sont un certain nombre à vous tendre la main et dire, dans l'avenir, il faudra qu'on puisse gouverner des socialistes à une droite modérée. À quelles conditions, dans un avenir futur, on va dire, on va s'aventurer au-delà de ça, ce genre de choses pourrait se faire? Est-ce que c'est de la pure science-fiction ou pas? Mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un macroniste. Parce que, en fait, selon les époques, les saisons, ça change de couleur, ça change de discours, ça se dit un jour de gauche, le lendemain, c'est très à droite. Un macroniste de gauche qui accepte Retailleau, c'est un macroniste qui est quand même juste à la gauche de l'extrême droite. Pardon, mais enfin, ça ne va pas plus loin. Donc, j'aimerais comprendre ce qu'il en est. Et pourquoi faire? Moi, je veux bien discuter avec tout le monde, je n'ai aucun tabou. Moi, si c'est pour bâtir... reprenons par analogie ce qui s'est passé à la Libération. Les socialistes étaient avec les radicaux, avec les gaullistes, avec les communistes. Et les communistes de l'époque, c'était bien plus radical que ne le sont les insoumis d'aujourd'hui. Et la France a avancé sous l'égide, dans un premier temps, du général de Gaulle. Et le programme du Conseil national de la résistance a été mis en œuvre par cette coalition. Moi, je suis prêt à retrouver des coalitions de la même nature. Sauf que le programme du Conseil national de la résistance, c'est pas on va faire l'économie du ruissellement, on va rendre les riches plus riches, etc. C'est la sécurité sociale, c'est le temps de travail, c'est toute une série de grandes mesures qui ont permis de protéger les Français, de mutualiser le risque. Donc là, j'attends. Dites-moi, j'en sais rien, mais moi, s'ils ne veulent pas bouger sur les retraites, s'ils ne veulent pas bouger sur la fiscalité, s'ils ne veulent pas bouger sur l'assurance chômage, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble alors? En fait, si c'est juste pour dire qu'ensemble, on va détruire ce que nous avons construit patiemment pendant presque un siècle, la réponse pour moi, c'est non. Je ne suis pas là pour détruire ce que nous avons construit. Je suis là pour approfondir, je suis là pour consolider, je suis là pour qu'on fasse... Si c'est pour plus de justice et plus d'équité dans le pays, d'accord, pas de problème. Moi, je suis prêt à aller jusqu'aux portes du pire. En fait, tous ceux qui sont prêts à construire quelque chose, pas de problème. Je suis prêt à mettre un mouchoir dans ma poche, me dire, c'est pas des gens... la politique, c'est pas... partir en vacances ensemble. Donc je suis prêt à ne pas avoir des gens, y compris, qui a priori ne sont pas de ma tasse de thé, mais sur un programme, sur quelque chose qui... je ne vais pas préférer un socle commun dont on découvre la nature jour après jour en fonction du casting ministériel qui aurait été décidé ailleurs. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors là, mais pas du tout. Donc retrouvons-nous autour d'une table, disons ce que nous sommes prêts à faire, qu'ils disent eux. Mais pour l'instant, ce que j'ai observé du débat parlementaire sur le budget, c'est malheureusement qu'ils n'avaient aucune volonté de rien. Tout était trop pour eux. On ne peut pas toucher aux dividendes, on ne peut pas toucher aux allègements de charges, de cotisations, pardon. On ne peut pas toucher aux grandes fortunes, on ne peut pas rétablir un ISF. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? On ne peut pas toucher à la flat tax. Oui, donc alors, puisqu'on ne peut pas toucher aux plus riches, il nous reste qu'à toucher aux autres. Mais nous, on ne veut pas toucher aux autres. Donc comment on fait pour avancer? Et c'est ça la difficulté. C'est que j'aimerais, et je vois que le seul qui jusqu'ici se soit signalé, enfin les deux seuls, c'est donc Stella Dupont et puis Sacha Houlier qui ont fait courageusement un pas de côté. Mais un pas de côté institutionnel. Mais sur le fond, je ne sais pas très bien sur quelle base ils sont prêts à avancer. Donc là aussi, j'aimerais qu'ils nous disent. Et la question, ce n'est pas les étiquettes. On est en train de pourrir le débat politique uniquement avec... moi, je vois bien, à chaque fois, j'ai la question, à chaque fois que je vais quelque part, c'est mais avec ou contre les insoumis? Mais je m'en fous. La question, ce n'est pas avec ou pas avec les insoumis, c'est pourquoi faire?
si on est prêt à avancer ensemble sur des projets qui sont des projets qui permettent d'aller plus loin dans les droits, qui permettent de mieux réguler les instincts prédateurs d'un certain nombre de capitalistes, moi je prends n'importe qui. Tout me va bien. Pourquoi faire et avec qui? On verra si la réponse est trouvée dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Olivier Faure pour cette heure et même un peu plus que vous nous avez accordé. Merci à vous. Bon après-midi à tous et je vous rappelle qu'on se retrouve demain pour notre Assemblée Générale ici même à 11h pour ceux qui le peuvent. Merci.